Hola tout le monde, c'est Pablo Mira pour 168, l'épisode 2 si je me trompe pas, il y a eu que 2 épisodes, si je me trompe sur le numéro c'est que voilà, les bases de l'arithmétique n'ont pas été acquises dans tout ce qui est école primaire. 168 c'est quoi? Je rappelle le principe si vous venez de rejoindre tout ce qui est projet podcast. C'est tout simplement de parler des 168 dernières heures, parce que dans une semaine il y a 168 heures, hop, idée marketing de qualité, de ce qui s'est passé dans ma vie et dans le monde, et d'essayer de le faire sans filtre. Il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas de je réagis sur quelque chose qu'on me donne, c'est juste ma pensée qui divague, sans filtre, non monté, pas d'habillage sonore, juste du brut, du brut, du brut, du brut, du brut, du brut. C'est pas forcément une bonne idée artistique, mais j'avais envie, voilà, de vraiment me livrer. Voilà, je fais harakiri et je vous montre ce que j'ai en termes d'entrailles intellectuelles à l'intérieur. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, hein. Je sens qu'elle est pas top, hein. De toute façon, qui a passé une journée top top à part nos amis de GameStop? Putain, et je me rends compte que je fais les rimes sans le vouloir. Ouais, Jean-Baptiste Poquelin. La mienne, cette semaine, chargée de débarquer sur Twitch. C'est toujours compliqué, hein, de lancer un projet. Twitch, c'est particulier, mais c'est cool. J'aime beaucoup cet endroit-là. On peut vraiment être aussi un peu naturel et spontané. C'est intéressant. Et sinon, le truc qui m'a pris toute ma semaine, qui m'a pris tout mon temps de cerveau disponible et qui m'a voilà, provoqué un petit ulcère. Je saigne, voilà, je le dis, je le saigne à l'intérieur de mon corps, c'est de commencer à répéter le spectacle. Mon spectacle, déjà en prévision de la reprise du spectacle qui arrivera évidemment dans 17 mois, mais surtout parce que la semaine prochaine, là, il y a des galas qui arrivent. Il y en a à Saint-Étienne, il y en a à Paris. Et alors, c'est une folie d'incohérence, puisqu'au fait, ce sont des galas qui vont être télévisés. Donc, on peut jouer une partie de son spectacle ou des sketchs devant un public si ce public est un public de télévision, ça veut dire qu'il est payé. Et ensuite, si c'est diffusé à la télé. Donc vraiment, la logique qui est un peu folle, c'est genre, ouais, allez-y, il n'y a pas de problème pour faire du théâtre, sauf qu'il faut que les gens qui peuvent potentiellement être contaminés, il faut qu'on leur donne de l'argent. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de participer à ces galas-là, mais j'avais genre juste trop envie de jouer, même si c'est une énième absurdité dans les décisions qui ont été prises de ce qui est autorisé ou non en matière de culture. Quoi qu'il en soit, je m'y suis remis. Un énorme stress quand même, parce que j'ai pas joué, je pense, depuis septembre, octobre. Je sais pas ce que ça a donné, si j'ai les réflexes ou pas, si voilà, est-ce que j'arrive à me déplacer, est-ce que j'arrive à marcher sur scène. Ne serait-ce que ça, je suis pas sûr d'avoir cette base-là physique de déplacement. Par contre, il y a un truc qui est fou. Il y a un truc qui est arrivé qui était genre fou cette semaine, c'est que mon texte, vraiment, parce qu'il y a des galages, bon, j'ai écrit des nouvelles vannes, et il y en a d'autres. Je reprends des sketchs qui sont dans mon spectacle. Ce qui est fou, c'est que j'ai pas répété mon spectacle depuis quoi? Début novembre, je crois, depuis en gros l'arrivée du premier couvre-feu avant que ça devienne un deuxième confinement. J'ai oublié la date, mon Dieu, j'ai perdu la notion du temps. Quel âge j'ai? Quel est mon poids? Je ne sais plus. Et ben, je l'ai pas répété depuis donc au moins genre 3 mois. Et ça revient. Alors, il y a des petits trous, hein, il y a des trucs comme ça. Des fois, on n'arrive pas à relier des morceaux, des blocs de texte et tout ça dans la tête. Mais ça revient de ouf. Et alors que je l'ai pas joué genre 1000 fois mon spectacle, j'ai dû le jouer, je sais pas moi, peut-être 200 fois. Ce qui est pas mal déjà. Mais ça revient comme ça. Là, j'ai fait un son de claquement de doigts. Parce que je vais me lancer aussi dans le ska. Un jour, il faudra qu'on parle du ska, mais ce sera pas aujourd'hui. En tout cas, tout ça pour vous dire que j'espère qu'on va pouvoir rejouer bientôt, parce que c'est quand même très chouette de jouer sur scène et tous les gens qui font des vannes, que ce soit à la télé, à la radio, sur Internet, à un moment quand ils font de la scène, bah, je sais pas où va m'emmener cette onomatopée. Euh, non, ils disent tous. Je crois que c'est vraiment pas une bonne idée de ne pas avoir un interlocuteur pour ce podcast. Là, on va voir ma folie, la vraie.
les messieurs en blouse blanche vont arriver je pense, aux alentours du numéro 5 de ce podcast. Non, bref, tout ça pour vous dire que le théâtre, c'est quand même, je crois, ce qui fournit le plus de plaisir, de sensations, d'adrénaline quand on fait des blagues. Non pas qu'il n'y en ait pas ailleurs, en télé, en radio et tout, mais vraiment le théâtre, c'est ouf. Quoi d'autre vous dire à propos de la reprise du théâtre? Un truc un peu étrange parce que mon spectacle est écrit d'une certaine façon. En gros, j'ai trois façons d'écrire des vannes, quatre. Il y a celle de mon spectacle, qui est un peu l'écriture que j'avais développée sur France Inter. Il y a l'écriture que j'avais développée sur Quotidien. Il y a l'écriture des En 2-2. Bon, il y a l'écriture du Gorafi, ça c'est autre chose. Mais le spectacle, il est écrit voilà, d'une certaine façon. Et ça faisait longtemps que j'avais pas porté ou écrit des vannes dans ce style-là et de retrouver les réflexes d'écriture de ce style-là, c'était pas évident. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plagié les vannes de Gad Elmaleh. C'est la meilleure des méthodes. Gad, fallait pas faire ça. Non, mais c'est marrant, c'est marrant. C'est un style de texte que je trouve percutant, qui marche vachement bien pour arracher des rires au cerveau des gens à qui on fait ces vannes-là, mais qui est moins rythmé par exemple que ce que je faisais ou ce que je fais en 2-2, où genre il y a pas mal de vannes, quasi toutes les 2-3 lignes, ça va vite, et puis la musicalité du phrasé est genre plus rapide. Bref, j'espère que je vais pouvoir revenir. Quoi qu'il en soit, je suis content de rejouer la semaine prochaine. Je crois que j'ai 3 galas, je sais pas, ils sont tous pour France 2, je sais pas pourquoi. Il y a un moment, je pense, il y avait Allah ou une divinité à tête d'éléphant qui s'est penché sur moi et qui a dit cette semaine, ça va être la semaine des galas France Télé. Je veux plus que tu ailles sur Arte ou que tu ailles chez Baba, ce qui n'est jamais arrivé. Je veux que tu fasses des galas France Télé. Je sais pas pourquoi, c'est le hasard du calendrier. ASMR. J'essaierai d'offrir un morceau d'ASMR dans chaque épisode de 168, dont le titre est vraiment incroyablement bien trouvé. Même si, je vous dis la vérité, il y a 10 minutes, j'ai regardé si ça existait déjà sur Spotify. Et il existe un autre podcast qui s'appelle 168 heures. Et c'est pas grave, je changerai pas le nom. Je changerai pas le nom, je l'ai déjà trouvé. Voilà. Bon, après, le gars a mis heure en plus. Voilà, moi j'ai enlevé heure. Petite originalité quand même, hein. Il y a une part de création quand même. Quoi vous dire sinon à propos du théâtre? Je ne sais pas quoi faire si ça réouvre pas, parce que je sens une belle carotte. Là pour l'instant on a tablé sur une réouverture en avril, mais si ça continue comme ça, il y a zéro raison que ça réouvre en avril, parce que c'est dans 2 mois, février, mars, à 3 mois on va dire, 2-3 mois. Et je vois pas là comme ça, là, je regarde dans ma boule de cristal, je fais le voyou voyant, hein, pour ceux qui ont la référence, et je vois pas de réouverture en avril. Je vois pas des cas descendre en dessous les 5000 cas de contamination par jour. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à faire des podcasts, comme on dit. Ah non, on va miser sur le numérique. Moi je pense que c'est YouTube, l'avenir, hein. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Bref, on est les grands abandonnés, vous savez, hein. Ouais, j'ai horreur de dire ça. J'ai horreur de ce type de discours. C'est vrai, en vrai, je pense vraiment que la culture, c'est les grands abandonnés de ce truc-là, mais genre, bon, déjà, on n'est pas tout seul. Il y a genre accessoirement tous les restaurateurs. Et puis accessoirement aussi tous les gens qui bossent dans le sport. Ça, putain, on n'en parle vraiment pas. Parce que les restaurateurs, bon, ils ont pas mal de porte-parole, c'est une grosse industrie. La culture, évidemment, comme tu as des personnalités médiatiques pour en parler, leur voix est entendue. Mais alors, sur le monde du sport, comment il n'y a rien? Comment il n'y a rien? Moi, je fais un peu de sport, hein, je fais tout ce qui est bagarre thaïlandaise, hein, par rapport à tout ce qui est genou au niveau de la cirrhose du foie. Il y a quand même des gens, vraiment, en plus, c'est pas forcément des gens qui gagnent vachement bien leur vie, et qui sont en galère. Et là, eux, je pense que dans le stade des grands oubliés, voilà, dans le classement des oubliés, en quatrième, égalité, quatrième, troisième, je pense qu'il y a les étudiants, les gens de la culture. Ensuite, on a les restaurateurs. Ensuite, on a les pizzaiolos à l'intérieur de la restauration. Et ensuite, on a tous les gens qui ont des clubs de sport, ce genre de trucs. Franchement, c'est genre horrible. Voilà, c'est un podcast feel good. Bonjour, bienvenue.
ASMR. Faut pas me laisser tout seul face à un micro. Que vous dire d'autre? J'ai bien dit que vous dire d'autre, parce que j'ai du mal à dire le mot que, c'est extrêmement compliqué pour moi. Bah ouais, j'ai des petits problèmes de muqueuse, c'est comme ça. Euh, j'ai un ami qui a eu un très bon ami, celui qui se compte sur les doigts d'une main à deux doigts, et bah, qui a eu un enfant. C'est un ami qui a quoi, 33, 34 ans, j'ai oublié. Il voulait pas d'enfant, et puis il y a 6 mois, il m'a dit bah, je vais avoir un enfant. Et déjà là, ça m'a fait un petit truc. À ce moment-là, je me suis dit attends, putain, Pablo, t'as pas d'enfant, c'est bien. C'est encore mieux quand tes amis autour de toi n'ont pas d'enfant. Comme ça, t'as pas l'impression d'être une merde humaine, socialement, quoi. Et là, il a eu un enfant. Et là, je suis pas bien. Là, je suis bougon. Là, j'ai l'impression d'être un monstre social. Là, c'est officiel. Depuis 3 semaines, ça fait 3 semaines qu'il a eu son gosse. Je suis officiellement voilà, un asocial, quelqu'un qui a du mal à s'insérer, tout ce qui est marché du travail, marché de la famille, Ikea, tout ça. Là, voilà, je sens que j'ai un problème. 35 ans, locataire, pas de permis de conduire, pas d'enfant. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui a du mal à passer à l'âge à l'âge adulte. Et ça m'a renvoyé ça. Alors, je suis allé le voir. Je suis allé le voir, mon pote, il y a quoi? Il y a quelques jours pour voir son gosse. Bon, alors déjà, la base, c'est que je suis venu sans cadeau. Et deuxième base, c'est que j'ai critiqué les cadeaux de tous les gens qui lui ont offert des cadeaux, comme les gens qui offrent des chaussures aux enfants, aux nouveau-nés. Les nouveau-nés ne marchent pas, ça ne sert à rien d'offrir des chaussures. Et j'étais pas bien. Ah, j'étais pas bien. J'étais content pour lui, mais j'étais en même temps, voilà, genre, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'enfant. Non, non, c'est compliqué. C'est compliqué ce truc-là de genre l'image que ça te renvoie de. Là, je me livre là. Ouais, là, on est au coin du feu et je vous raconte tous mes démons, quoi, toutes mes failles de l'enfance. Non, mais en vrai, ça renvoie un truc de maturité, d'arriver à construire quelque chose et tout ça. Et là, ça commence à devenir galère parce que j'ai plus beaucoup de potes qui n'ont pas d'enfants. J'en ai un qui est, bon, voilà, qui a vraiment des gros problèmes psychologiques pour construire quelque chose. Ça, voilà, c'est mon. Il faut qu'il continue à être vraiment, avoir des problèmes pour construire une famille, un couple, ce genre de choses. Ça, c'est hyper important pour que je continue à me sentir bien. J'en ai un deuxième, mais je pense que ça va pas tarder. Mais voilà, là, ça commence à s'effriter. Donc, je sais plus quoi en penser. Je sais plus quoi en penser. Je sais pas s'il faut que je lâche, tu vois, dans ma résistance au fait d'avoir l'enfant. Je suis en tension, là. Là, voilà, c'est la confession d'un homme écartelé que vous avez au bout de l'oreillette ou au bout du casque intégral avec des petits coussinets en cuir qui font plaisir. Non, ouais, ouais, écoutez, je suis perdu, hein. Je me dis, est-ce qu'il faut sceller pour essayer d'être une personne normale pour pas avoir l'impression d'être asocial et en même temps, un gosse, j'en ai pas envie. Alors j'en ai pas envie que pour des mauvaises raisons. Ça, c'est hyper important. Première mauvaise raison. euh, Quelle planète on va lui laisser quand même à ce gamin? Très mauvaise raison, hein. J'en ai aucune idée de la planète qu'on va lui laisser. Ça se trouve, il va grandir dans un super cadre. On n'en a aucune idée. Deuxième raison, il va me prendre tout mon temps et toute mon énergie et je vais plus réussir à créer des choses de qualité. Enfin, on va dire un semblant de qualité. J'essaie de rester modeste. Très mauvaise raison, parce qu'il y a plein de gens qui ont des gosses et qui ont continué à faire des choses de qualité. Troisième mauvaise raison, j'ai pas envie d'être un fils de pute avec ce gamin. Alors ça, c'est peut-être une bonne raison, hein. Je pense que le gamin, je me connais, hein. Il y a un petit tyran à l'intérieur de moi, le gamin, je vais essayer de le transformer en une version améliorée de moi-même, c'est-à-dire en gros une version sans poil et qui dépasse les 1,57 m, hein. Donc ça va être essentiellement voilà, de l'alimentation, de la protéine, hein, des petites broches au niveau des genoux pour que ce soit grand, et puis évidemment de l'épilation, épilation, 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 épilation. Non, mais voilà, c'est les raisons, je pense que c'est des. Après, je pense que c'est des fausses raisons. En vrai, je pense que si je veux pas de gamin, c'est genre juste parce que il y a une grosse part d'égoïsme. Mais une grosse part d'égoïste, c'est autre chose, ça c'est un parfum. Égoïste, égoïste, égoïste. Tiens, je me rends compte que cette pub elle m'a marqué avec les volets là qui s'ouvrent. Ça me traumatisait. J'ai l'impression que c'était comme si voilà, il y avait Dieu qui était arrivé sur Terre, qui s'était matérialisé dans plein de volets et qui me jugeait comme ça, là, comme ça. Voilà, c'est la porte du purgatoire. Égoïste, égoïste, égoïste. Non, je pense qu'il y a une part d'égoïsme, hein, de juste, ah, j'ai pas envie de penser à quelqu'un d'autre que moi. Euh, Quoi d'autre? Après, voilà, je sais pas s'il faut aller fouiller plus profondément. Je pense que c'est.
Ah, c'est le sentiment d'infériorité, quoi. J'en sais rien. J'en sais rien. Je me rends compte que tout seul, j'ai pas une capacité d'introspection psychologique super balèze, quoi. Mais bon, bref, allez. Que vous dire d'autre à propos de ce sujet-là? Pas grand-chose, hein. J'espère qu'il sera heureux, hein. Et puis ça se trouve, moi, je me connais, je vais céder. Je sens que je vais céder aux alentours des 46 ans, 50 ans. Voilà, je pense que... Et puis je vais en faire 4 d'un coup. Poup, 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 4. Ouais, je sens. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. Il y a une espèce d'idéal à l'intérieur de moi de genre vie sans se reproduire, sans faire d'enfants. Déjà pour le côté panache, hein, le côté, bah non, j'ai pas cédé à la pulsion de reproduction à laquelle tout le monde a cédé. Je suis un peu plus fort, je suis un peu plus déter. Euh, Après, il y a un côté un peu ascétique aussi dans ce côté-là. C'est-à-dire que c'est comme si c'était le fait de ne pas faire d'enfant, c'était le seul régime que je pouvais réussir dans ma vie, vu que les régimes, j'en commence un tous les 2 jours et j'en échoue un tous les 2 jours. Je crois que c'est un peu le seul truc où, genre, où je respecte une contrainte et que j'arrive à tenir jusqu'à la fin de ma vie. Bref, je suis complètement perdu sur ce dossier. Je le dis, hein, je suis en perdition. Là, je j'ai pas de position claire. On n'est pas du tout chez CNews, on n'est pas du tout sur France Inter. Là, on est sur quelqu'un qui vous dit, je sais pas, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Je vous dis laissez-moi tranquille alors que personne m'a fait chier pour avoir des enfants, hein. Mamour, elle en veut pas. Bon, bah déjà parce qu'elle sort à peine du lycée et que non, c'est horrible. On n'a plus le droit de faire ce genre de vanne. On peut plus rien dire, hein. On peut plus rigoler de rien du tout. Non, c'est horrible comme vanne et ça tombe hyper mal parce que je voulais vous parler ensuite de l'affaire Richard Berry. Oh, cette loose de transition. Mon Dieu, c'est la pire des transitions. Non, l'affaire Richard Berry, elle m'a fatigué. Elle m'a fatigué. Je sais pas vous comment vous avez réagi. Bon, déjà, l'affaire Richard Berry, elle intéresse des gens. Euh, Elle intéresse des gens. J'ai regardé le nombre de recherches sur Google, elle est folle. Je crois qu'il y a eu 2 millions le mardi ou le lundi quand c'est sorti, je sais plus. 2 millions de recherches sur Google, c'est énorme. Moi, cette affaire, elle me fatigue. Elle me fatigue, au fait. Déjà parce que je sais même pas par où commencer tellement elle me fatigue. Mais vraiment, je suis las. Comme si j'avais couru un semi-marathon en portant une personne obèse sur mon dos et en ayant l'obligation de la faire à cloche-pied. Je suis fatigué. Je suis fatigué de cette affaire. Déjà, je pense que je suis fatigué parce que c'est pas la première affaire et que, bon, bah, depuis déjà l'affaire Olivier Duhamel, ça sort, ça sort, ça sort. Euh, mais j'en ai marre en fait qu'on présente ce genre d'affaires comme étant, et je comprends, mais c'est compliqué de la lire autrement que sous cet angle-là, genre le méga méchant, la victime, euh, les rôles secondaires, les proches de la famille, et que déjà ce soit un registre que les réseaux sociaux prennent direct, et puis ça commente sur ce registre-là sans vraiment en changer, et moi ça me fatigue. Ce qui est infernal aussi, c'est le fait que je sais, j'ai aucune idée de si ça va changer quelque chose. Je me dis, en quoi une information comme ça, elle est vraiment intéressante. Alors, il y a des gens qui vont dire, ah, ça libère la parole, ça libère la parole. Oui, oui, ok, il y a des gens qui vont commencer à gueuler, à dire, bah moi aussi j'ai vécu ce genre de choses. Moi aussi mon daron il me faisait faire l'orchestre quand j'étais gamin ou gamine. Très bien, très bien, et que le parent ou l'adulte qui a fait ça soit condamné, c'est génial. Moi j'adore, hein, j'adore les carrières qui sont détruites comme ça en, en une révélation. Je trouve ça fabuleux. C'est très joli à voir, hein, c'est comme un magnifique coucher de soleil. Là, c'est un coucher de Richard Berry auquel on assiste. Il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui voit, qui voit sa carrière détruite. Mais, euh, mais est-ce que ça va changer quelque chose? En vrai, est-ce que ça va changer quelque chose? J'imagine juste, je me dis, ok, il va y avoir un procès, peut-être des condamnations, ok. Mais genre, quelqu'un. Donc la seule chose que ça va changer, c'est que d'autres personnes vont peut-être en parler et faire d'autres procès et il y aura d'autres condamnations. Très bien. Ma question principale est, est-ce que ça va changer la racine du problème qui est qu'il y a des adultes qui abusent de gamins? Et je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que j'ai un doute. Je me dis, putain, si moi j'étais un adulte, genre je suis pété dans ma tête, je suis attiré par les gosses, donc je suis complètement cinglé,
Et genre, est-ce que si c'est parce que je vois l'affaire Richard Berry que je vais me dire non, je vais pas le faire parce que quand même il y a un risque que je me fasse défoncer et que je puisse jouer dans un film de Patrice Lecomte. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Et c'est un peu le problème, c'est qu'il y a eu 14 000, et je pense à ça parce qu'il y a eu 14 000 témoignages d'agressions sexuelles d'hommes sur les femmes ou de violences conjugales. Et genre, ça continue quand même, en fait. Donc, et alors que c'est déjà légalement puni, quoi. C'est pas genre on cherche à changer la législation. Le problème qui se pose, c'est que ces comportements sont faits dans la vie de tous les jours, quoi, dans la vie quotidienne. Donc en fait, il faut changer ce comportement. Et je suis pas sûr que ça passe par comment dire, la démocratisation de ce type d'affaires, au fait. Le fait d'en parler publiquement, j'y crois pas, j'y crois pas. Alors j'ai aucune preuve. J'ai aucune preuve pour prouver que ça ne marchera pas, mais j'ai aucune preuve pour prouver le contraire. Et là, on est bien ken. On est bien ken niveau raisonnement. Mais pour revenir sur l'affaire Richard Berry, moi, il y a un truc qui me rend fou. C'est que peu importe le cas, parce que, allez, vas-y, tu sais quoi, on fait le vrai exercice de genre euh, la présomption d'innocence. On part du principe qu'il est innocent, qui est un peu absurde. Hein, que c'est comme partir du principe qu'il est coupable de base. C'est aussi absurde. Le fait de, de dire il est quelque chose ou il n'est pas quelque chose de base, c'est fou. Le vrai parti pris sain intellectuel serait on ne sait pas au fait. Et on ne sait pas, ça ne veut pas dire qu'il est innocent ou qu'il est coupable. Et bah peu importe. Euh, et bah ce qui est fou, c'est que dans tous les cas, elle est horrible cette histoire. C'est-à-dire soit Richard Berry a abusé de sa gosse quand elle était gamine. Dans ce cas-là, c'est horrible. Déjà, un, parce qu'il l'a abusée. Deux, parce qu'il essaye de la faire passer pour tarée depuis que l'affaire est sortie. Donc là, on est quand même sur la fils de puterie multipliée par 500 000. Donc si c'est ce cas-là, c'est horrible. Si c'est l'autre cas, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait et que c'est sa gosse qui invente quelque chose pour le défoncer parce que sa carrière elle est terminée, hein, elle est terminée parce que quand bien même il n'aurait pas fait ça et qu'il soit innocenté, c'est fini. Ah, il jouera pas dans le prochain Astérix, ça c'est sûr. Au mieux, je pense qu'il fait une pub pour un escalier pour un escalier électrique là, pour les vieux dans 20 ans. C'est le mieux en termes de carrière qui puisse l'attendre. Et bah, eh bien, si on est dans le cas où il a rien fait et qu'elle a détruit sa carrière, c'est horrible aussi. Donc dans tous les cas, c'est horrible ce qui est en train de se passer. Tout ça pour vous dire qu'on est sur un bon moment de vie, quoi. C'est beau, hein, les rapports entre les êtres humains. Alors comment on aurait dû traiter ça médiatiquement, ce truc-là, parce que moi ce qui me fait chier aussi, c'est la façon dont c'est traité. Là en vrai, j'en sais rien non plus, tu vois, mais moi je suis un homme écartelé en ce moment. Voilà, c'est comme ça, je le dis, j'ai du mal à me positionner, je sais plus quoi penser, je suis désorienté, je suis désorienté. Non mais c'est vrai, je me dis, il y a une part de moi qui dit on n'aurait jamais dû en parler, il y aurait juste dû avoir un procès, enfin une instruction judiciaire, blablabla, un procès, il est reconnu coupable ou pas, blablabla, bla. Mais, et en même temps, et là je me fais macroniste, alors que je suis en pyjama, alors qu'un macroniste est toujours en costard-cravate, je me dis, le fait qu'on en parle, ça va, ça va libérer la parole chez d'autres personnes qui vont en parler, et puis il y aura peut-être des condamnations et tout ça, et donc il y a de la justice, mais le mal est fait, et la justice, même si elle a une vertu de reconnaissance du tort ou du dégât ou des dommages infligés à une personne, victime de quelconque agissement, ça n'efface pas le passé. Ça n'efface pas le passé. Ça, c'est pas la justice qui remet l'équilibre dans l'esprit de quelqu'un. Bref, une bien belle histoire, une fois de plus, au royaume de France. Voilà. Il y a quoi d'autre que je voulais vous évoquer aujourd'hui. Je regarde mon sommaire parce qu'il y a beaucoup de choses que je voulais. J'ai mon sommaire en face de moi parce que j'ai aucune mémoire. Déjà parce que je suis principalement occupé à essayer de me rappeler mon texte pour les galas qui arrivent la semaine prochaine. Et si vous avez oublié que je vous en ai parlé, c'est pas bien. Ça veut dire que vous m'écoutez pas alors que ça fait à peine 20 minutes que j'en ai parlé. Non, l'autre sujet. Ah ouais, putain, j'ai lu un bouquin qui est vraiment pas mal qui s'appelle Sortir de notre impuissance politique ou sortir de l'impuissance politique, je sais plus comment il s'appelle, attendez, je vais regarder sur internet. Bruit de verre qui se pose sur la table. Yes, ça fait du bruit. Attendez, je vais regarder. C'est de Geoffroy de la Gannerie.
Geoffroy de la Gannerie, je crois qu'il est un peu sociologue et un peu philosophe. Attendez, comment on écrit sortir? Je sais même pas comment on écrit. C'est un, c'est un verbe du quatrième groupe, non? Sortir de notre impuissance politique de Geoffroy de la Gannerie, ok. Vachement bien. Petit bouquin court, simple, qui explique comment les gens les forces progressistes, que ce soit sur les questions de genre, d'appartenance ethnique, de classe sociale et tout ça, n'arrivent plus à enchaîner, à obtenir une victoire de progrès social parce qu'ils sont toujours en réaction, qu'ils ne font que s'exprimer. Donc en gros pas assez proactif et, euh, et pas dans l'action tout court, tout court, tout court. Et moi je me suis rendu compte que ça me renvoyait aussi à un truc chez moi qui est qu'en fait je suis hyper lâche politiquement, alors que j'ai fait, j'allais dire, j'ai pris position, je me suis exprimé sur des sujets très politiques, hein, et je continue à le faire. Mais ça a vraiment commencé avec le Gorafi en 2012. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mon seul registre en lien avec la politique, c'était juste de l'expression. J'exprime juste mon point de vue et que j'ai peut-être fait un espèce de calcul qui est genre faux, qui est de penser que l'expression c'est de l'action en fait. Alors qu'en fait, j'agis pas du tout. Je vais jamais dans un sitting, je fais jamais une manif, j'ai jamais fait une grève. Alors que pourtant j'étais plutôt des fois en accord, même souvent en accord avec des mouvements sociaux, avec des grèves, avec bref, aussi des coups d'éclat comme ça, parfois plus sporadiques, mais jamais je me suis joint physiquement, quoi. Je me suis engagé physiquement dans ce truc-là. Euh, et donc je me suis dit, ah ouais, mais en fait, Pablo, oui, tu parles, tu dis qu'il faut faire ça, il faut pas faire ça et tout, et au fait, tu fais que de blablater, au fait. Et non seulement t'agis pas, et donc déjà, tu n'as aucune chance de changer les choses si t'agis pas, et en plus, si t'agissais, il faudrait peut-être réfléchir à un mode d'action un peu pertinent pour essayer de changer les choses. Et je me suis dit, ah ouais, mais d'où ça vient ce truc-là? Parce à un moment donné dans ma vie, en 2007, je sais plus, je suis perdu, 2008, j'ai dû m'engager politiquement dans le parti de Mélenchon. J'y suis resté, mais genre vraiment encarté quoi, mais j'y suis resté 4 mois techniquement. Parce que les réunions de la section locale étaient genre infernales. C'était des guerres d'ego et donc j'ai fait oh là dis donc ça ne m'intéresse pas et j'ai rendu ma carte et j'ai plus jamais voté. J'ai plus jamais participé à quoi que ce soit, genre un espèce de dégoût comme ça. Et je crois que c'est l'un des trucs qui fait que politiquement j'ai du mal à agir, c'est que l'action politique elle passe souvent par le collectif. Et pour moi, le collectif, c'est une zone où l'intelligence est tirée vers le bas. Je crois que c'était des proches qui disaient un truc comme ça en vrai, qui est que l'intelligence d'un groupe, c'est l'intelligence de chacun divisé par le nombre de personnes dans le groupe ou quelque chose comme ça. Euh, et c'est vrai que j'ai toujours peur des groupes parce que tous les trucs un peu débiles, euh, cruels, agressifs, irrationnels, bon, il y en a à l'échelle individuelle, mais c'est surtout à l'échelle euh, d'un groupe, que ce soit des supporters d'un club de sport, une bande qui se tape avec une autre bande, les fanatiques religieux. J'ai un gros problème avec l'action collective. Et même à l'échelle du boulot, hein. Moi, j'ai bossé 3 ans et demi à France Inter, 2 à quotidien. Et j'ai toujours un peu de mal avec le fait de m'insérer dans un groupe, de me faire noyer, absorber et d'enlever toutes les spécificités, les individualités et de pas pouvoir euh, s'exprimer le plus librement possible, de pas assumer ses opinions, de pas déployer la meilleure intelligence que je pourrais déployer parce qu'il y a un truc et même quand je sais pas, réfléchissez-y quand vous êtes entre potes, bah, quand vous êtes en face à face avec quelqu'un, les discussions elles sont toujours un peu plus profondes que quand dès qu'on commence à être 3 4 alors c'est plus léger, c'est plus festif et tout, c'est très bien ce registre-là, mais c'est juste moins profond, moins intelligent, moins complexe, moins nuancé. Bref, c'est moins bien. Et donc ça, c'est un des trucs qui me fait un peu peur avec l'action politique et d'autres trucs. C'est, je, c'est, je crois que c'est un vrai moyen de lâche parce que le fait de ne pas participer à une action politique,
c'est genre hyper pratique pour se déresponsabiliser. C'est de dire, bah non, écoutez, vous faites vraiment de la merde, hein. Moi, je peux pas avoir fait de la merde puisque j'ai rien fait. Et ce qui est un peu vrai et un peu lâche en même temps, c'est les deux en même temps. Euh, parce que, euh, parce que la lâcheté n'est pas l'opposé de la véracité. Et là, on est sur France Culture, hein. Les chemins de la philosophie. Ça va parler de John Kelevich dans pas longtemps. Ou de Damien Jean. Pour ceux qui ne connaissent pas Damien Jean, il faut regarder ce que c'est Damien Jean. Vous tapez sur Dailymotion, Damien Jean, c'est mon rêve, hein. J'espère que vous le ferez. Et vous m'écrivez, hein, sur mon mail pm@pablomira.com. Vous me dites ce que vous avez pensé du clip de Damien Jean. C'est hyper important. Euh, Bref, tout ça pour vous dire que politiquement, il y a un truc pareil. Je me rends compte que cet épisode aujourd'hui, c'est vraiment l'épisode de l'écartèlement. C'est-à-dire que je suis écartelé sur la question du traitement médiatique de l'affaire Richard Berry. Je suis écartelé sur le fait d'avoir un enfant ou pas. Je suis écartelé sur le fait de participer à un gala télévisé ou pas. Je suis écartelé sur la question de l'implication politique. Je me rends compte que je suis un mec qui n'arrive pas à se positionner. Il va falloir que je fasse quelque chose. Il va falloir que je fasse des cours de position, hein. Si quelqu'un connaît un très bon club où je peux apprendre à me positionner, faire des séries de positionnement, hein, avec un coach qui me dit le cannabis, et je fais je suis pour, le chômage, je suis contre. Mais là, j'ai vraiment du mal. C'est horrible. Mais je me rends compte que c'est vachement moins divertissant, vachement moins spectaculaire quelqu'un qui a genre pas d'avis tranché sur la question. Euh, C'est-à-dire qu'il dit qu'il ne sait pas, ou alors il est partagé, il est nuancé. C'est vraiment pas spectaculaire. Alors que quelqu'un, et c'est comme ça que ça marche, hein, souvent je fais la vanne dessus, mais genre Pascal Pro qui dit c'est scandaleux. Non, mais moi je vois ça, mais je suis mais horrifié. Ou pareil dans l'autre camp inverse, quand tu es quand tu très progressiste et tu dis il faut faire ça, il faut faire ça. Bon, bah c'est hyper spectaculaire au fait. Il va falloir que je fasse semblant d'avoir une opinion tranchée sur les sujets que j'aborde, hein, je sens. Après, si vous voulez me donner des opinions sur lesquelles je pourrais me raccrocher et que je pourrais adopter, même sans y croire, il n'y a pas de problème, hein. Tout ce qu'il faut, c'est que ça ait l'air assumé, c'est tout. Enfin bref. Voilà, je crois que j'ai abordé les sujets que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. J'allais dire, c'était très sympathique de vous parler. Alors, c'est un peu particulier, hein, de parler tout seul, mais quelque part, à un moment dans le cerveau, il y a un truc qui imagine qu'il y a quelqu'un en face. Voilà, là, je me suis imaginé que c'était Barack Obama, hein, qui parlait français. Il porte un pantacourt et un débardeur blanc, ainsi qu'un bandana des Crips, le gang de Los Angeles. Puis, je me suis imaginé lui parler. Non, plus sérieusement, si vous avez aimé cet épisode, ce podcast, qu'on pourrait appeler 168, parce que c'est son nom au fait, vous n'hésitez pas, hein, vous le partagez, vous le faites connaître à vos amis, vous arrivez au boulot ou au pôle emploi, parce que bon, bah, on est de plus en plus à s'intéresser au pôle employeurisme. Et puis vous dites aux gens, ah tu connais 168? Bah c'est Pablo Mira, là le petit hobbit hispanique qui parle tout seul de tout et de rien, c'est vraiment génial. Vous lui dites ça, et puis on essaye d'être de plus en plus nombreux à parler de tout et de rien. Bon, allez, je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que vous allez passer de très bonnes 168 heures à venir. Besos.